Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je vois que nous sommes en direct. Donc, enchantée d'être avec vous. Alors, je vois quelqu'un, mais Anatole, non, c'est Anne aujourd'hui. Et donc, je suis en présence de Roland Perret. Bonjour Roland. Bonjour Anne, bonjour à tous. Voilà, et nous allons donc faire une conférence qui va tourner autour de l'enseignement de Bernard de Montréal. Alors, eh bien, pour ceux qui le connaissent, ce sera peut-être un approfondissement, et pour les autres, une découverte. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut le détour. Alors, Roland enseigne et pratique la pratique solaire, l'éveil de notre soleil intérieur, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais très certainement une autre fois dans une autre vidéo. Alors, avant de commencer véritablement donc à parler de l'enseignement, je vais vous parler un petit peu de Bernard de Montréal, du moins ce que j'ai pu glaner ici et là au cours de mes lectures. Alors bien entendu, pour ceux qui le connaissent bien, si il y a des erreurs qui s'immiscent dans ce que je vais vous dire, n'hésitez pas en commentaire à rectifier. Alors, Bernard de Montréal a fait irruption sur la scène publique en 1978 lors d'une interview avec Richard Glenn à la télévision québécoise. C'est d'ailleurs lors de cette occasion qu'il prendra le nom de Montréal comme nom public, car ce n'est pas son vrai nom, et qu'il commencera à propager ce qu'il appellera son instruction autour de la psychologie évolutionnaire. Il est né le 26 juillet 1939 à Montréal, d'une mère francophone et d'un père anglophone. Il a fait des études universitaires en anthropologie aux États-Unis et il me semble avoir lu qu'à une époque, il a été libraire, il a été aussi chauffeur de taxi. À 30 ans, il vivra une fusion qui va s'étendre sur plusieurs années, une dépersonnalisation de ses pensées, un détachement de sa personne. Il dira qu'il a beaucoup souffert, qu'il a vécu une lutte pour arriver à la maîtrise de soi qui a abouti à sa parole publique en 1978, lors de laquelle il captait une source d'information infinie. Il transmettait aussi parfois sous forme d'écriture automatique. Et il meurt d'un cancer le 14 octobre 2003 à 64 ans. Il a cherché à nous faire comprendre le mécanisme de l'occulte en nous. Il savait, puisqu'il l'avait vécu, que l'homme est en voie de développement vers une conscience supérieure, supramentale. Pour lui, l'homme n'avait pas à s'inquiéter de la puissance de son esprit, mais de son ego. Les illusions de son ego, disait-il, dans tous les aspects inimaginables. Il exprime une science nouvelle de ce qu'est l'homme à une époque où il fallait beaucoup de courage pour le faire, ou tout simplement, comme c'était son cas, savoir. Il savait. Souvent, il disait « je parle à l'homme de demain ». En tout cas, je peux témoigner de l'écho que sa parole a exercé sur moi. Et ce n'est pas parce que je l'ai écouté que je l'ai cru, mais parce que ces paroles sont venues expliquer avec une clarté incroyable ce que je vivais. Alors, selon les vidéos sur lesquelles vous tomberez, si nous avons, j'espère que vous aurez la curiosité d'aller voir, si nous avons la plupart du temps affaire à un homme avec une prestance certaine, un charisme indéniable, une parole vibratoire, à nul autre pareil, extrêmement puissante, le tout exercé dans un détachement total, vous pourrez cependant, ici et là, voir une vidéo où il semble s'énerver et se transformer même, pour quelqu'un qui ne le connaîtrait pas, en petit dictateur. Je dirais que l'amour prend différents visages. J'y vois quelqu'un qui était au-delà de la forme,
Il savait que le passage n'était pas une mince affaire. C'était un destructeur de formes. Il a laissé une cathédrale de savoir dont l'architecture se découvre peu à peu. Et il n'est pas toujours facile à appréhender. Il a laissé des conférences en abondance avec une capacité hors norme de s'entretenir sur n'importe quel sujet. Pour lui, la parole est très importante. Il disait même que l'homme nouveau habitera son énergie par la parole. Il apporte indéniablement une nouvelle clarté en nous, éclairant principalement et très souvent sur ce qu'il appelle le mensonge cosmique. Nous allons y revenir. Unique, hors norme, précurseur de la nouvelle conscience de l'humanité, il ne s'est pas ménagé pour la faire connaître. Je dirais que Bernard de Montréal, c'est une plongée ou plutôt une élévation dans un bain vibratoire qui agit comme un tuteur. Il vous redresse, si besoin s'en fait sentir, et vous élève là où vous appelle votre esprit. Outre ces conférences, il a laissé 4 livres disponibles sur YouTube, La genèse du réel, Dialogue avec l'invisible, Par-delà le mental, et il m'en manque un, je crois, ou Au-delà de l'esprit. Enfin, de toute façon, vous pourrez vérifier tout ça. Et pour la petite histoire en ce qui me concerne, et après je laisserai la parole à Roland, quand j'avais une trentaine d'années, j'ai une amie qui m'avait dit, bon, on allait à Grenoble, et elle m'avait dit, écoute, on ira dans un salon de thé où il y a un médium, il est vraiment super et tout. Et moi, je lui avais dit non, parce que je détestais ça. Alors vraiment, c'était un truc que je n'aimais pas du tout. Et puis, bon, je me suis laissée influencer, on dira. Et donc, cet homme-là m'avait dit, un jour, tu rencontreras un Bertrand ou un Bernard qui répondra aux grandes questions de ta vie. Eh bien, je n'ai jamais rencontré de Bertrand et de Bernard, et encore moins un Bertrand et un Bernard qui répondent aux grandes questions de ma vie. Eh bien, il se trouve que c'est Bernard de Montréal. Voilà. Donc, et si vous voulez, bon, je témoigne de ça, mais je pense que vous pourrez vous-même témoigner de ce que Bernard de Montréal a peut-être transformé dans votre vie. Voilà. Alors, Roland, en ce qui te concerne, comment s'est faite la rencontre avec Bernard de Montréal ? Tout d'abord, merci Anne pour cette introduction, puis ce rappel de sa biographie, quoi, hein. Oui. Et puis bonjour à tous, il y a du monde qui est arrivé entre-temps. Oui, tout à fait. Avant de répondre directement à ta question, je voudrais un peu me situer par rapport au travail là qu'on fait ensemble. Comme tu l'as dit, moi je suis énergéticien et j'enseigne une pratique, la pratique de l'art solaire, dont on parlera une autre fois. Par rapport à Bernard de Montréal, d'abord je dois dire que je suis un électron libre, je suis absolument affilié à aucun mouvement, voilà, que ce soit même par rapport à Bernard de Montréal ou à d'autres mouvements. Voilà, je suis un chercheur, comme certainement la plupart d'entre vous qui sommes avec nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? La rencontre avec Bernard de Montréal, je ne l'ai pas rencontré physiquement, et simplement, c'est un peu comme pour toi, Anne, ses écrits et ses paroles surtout, ces paroles ont fait écho par rapport à ce que je vivais personnellement. Donc là, on se rejoint tout à fait, c'est aussi certainement pour ça qu'on se rapproche et qu'on a envie de voir ensemble, d'approfondir un peu l'enseignement, les dires de cet homme étonnant, remarquable. Alors, donc, que ce soit bien clair, j'ai certaines expériences, certains vécus, et j'ai cherché à droite et à gauche des échos de ce vécu. Et je l'ai trouvé chez Bernard de Montréal. Pas seulement chez lui, bien sûr, mais c'est un être qui est très proche de nous dans le temps. Je crois qu'il est mort il y a une vingtaine d'années. Ouais. Tout à fait. Et donc, ses propos sont très actuels. On est tout à fait capable de les appréhender. Parce que les enseignants de tout temps
s'adressent à leur public, que ce soit, maintenant on a la chance d'avoir des enregistrements, et comme le dit un des participants dans le chat, dans les commentaires, il y a une chaîne qui publie en permanence les vidéos, il y a un contenu qui est énorme. C'est ce qu'on n'a pas avec d'autres enseignants, bien sûr. Donc, ça, c'est intéressant. Mais il y a aussi une chose qui m'interpelle un petit peu, parce qu'on parle vraiment, avant d'entrer dans le détail, on parle de paroles créatrices, de paroles vibratoires. Tout son enseignement est basé là-dessus, n'est-ce pas? Comme tu le dis aussi, tu ne crois pas ce qu'il dit, mais tu te laisses, on pourrait dire, vibrationner. Hein. Il y a quelque chose d'une forme de compréhension, voire d'intelligence, qui infuse à travers ces paroles. Et ça, c'est très intéressant. Et tu disais parfois petit dictateur, certains ont même dit un petit Hitler de la spiritualité. Ça, parce qu'à un moment donné, il y va, quoi. Hein, oui. Paroles fortes. Non, mais c'est-à-dire que si on tombe, tu vois, pour la première fois, tu ne le connais pas, tu tombes sur une de ces vidéos où tu le vois comme ça, je pense que tu vois, ça peut surprendre, en fait. Oui, et puis en plus, comme il est québécois, il y a l'accent du Québec, on a parfois oui. à la comprendre. Il y a des choses qui c'est remasterisé, hein, maintenant, il y a une chaîne qui fait ça, où c'est plus clair, plus audible. Et ça reste très précieux. Je trouve un petit... il y a un souci qui n'est pas forcément avec lui, mais qui est avec tous les enseignants, avec tout leur legs, qu'il soit vocal, hein, enregistré ou écrit. C'est-à-dire que on peut, et certaines personnes le font, c'est-à-dire qu'on prend les paroles, les écrits, et on veut les conserver dans leur pureté pour qu'il n'y ait pas de dissonance, qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation avec les paroles. Et c'est louable de faire ça. Mais là-dedans, il y a un piège, c'est-à-dire que la parole est vibratoire. Et une parole vibratoire, qui est plus intéressante qu'une communication intellectuelle, elle est parfois, il y a parfois des paradoxes qui ne sont pas des paradoxes, qui ne sont pas comment dire, des impossibilités, on va dire, on pourrait dire techniques, ou qui ne sont pas des contradictions, voilà, ce ne sont pas des contradictions, mais c'est de l'ordre du paradoxe. Et lorsque l'esprit s'élève dans ces hauteurs-là, il y a parfois, donc on va parfois dire blanc, parfois on va dire noir, parfois, et les deux vont être vrais. Et donc celui qui écoute ces enseignements peut être troublé parce que, attends, c'est blanc ou c'est noir? Oui, c'est un peu le propre de beaucoup d'enseignements. Je me rappelle pour Rochaud, par exemple, c'était la même chose. C'est qu'on va prendre un contexte, ils vont dire une chose, et après ils vont dire, mais tout ça, c'est dans un contexte. La parole vibratoire, là, c'est l'expression même de Bernard de Montréal, elle est à double tranchant. Elle est à la fois, elle construit, elle élabore, elle permet l'intelligence de l'esprit, elle l'infuse vers l'autre, mais elle est aussi destructrice. Elle est à double tranchant. Là, c'est ses propres dires, et là, c'est vraiment de ça dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a pour qu'il y ait quelque chose de neuf qui puisse arriver dans notre conscience, eh bien, ce qui empêche cette nouveauté, c'est nos contenus, n'est-ce pas? Notre mémoire, on reviendra là-dessus, nos conditionnements qui font qu'on va déformer, voire ne pas comprendre. Donc, il y a un aspect déstructurant de la forme psychique, des cristallisations qui sont dans notre être, et une parole vibratoire va briser ce qui est parfois des croyances pour permettre la descente de l'intelligence dans l'être. Voilà. Donc, il y a parfois le problème comme tu dis, c'est le problème de tous les enseignants, c'est le problème de tous les textes importants de l'humanité. Quand on les prend à la lettre, on peut projeter ses propres désirs, ses propres compréhensions, ses propres conditionnements et déformer le propos. Voilà. Et il me semble avoir repéré, sur la base de mon vécu qui est subjectif, des erreurs comme ça d'interprétation, et j'ai essayé sur ma chaîne d'essayer de détricoter ça pour pouvoir non seulement rendre la pensée accessible, mais surtout dans ce qui me semble être une justesse
plus grande que de prendre les choses à la lettre. Alors, d'ailleurs, tu l'as merveilleusement fait. Hein. Moi, c'est en écoutant justement sur ta chaîne justement ce que tu décryptais, enfin son enseignement, j'ai trouvé absolument, non mais j'ai vraiment trouvé remarquable ton travail, ce qui m'a fait justement t'appeler, tu vois. Oui, 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 oui. Ben, je t'en remercie. Ça me paraît important parce que les chercheurs à la base sont des personnes sincères qui cherchent le vrai, qui cherchent à avancer, qui cherchent à évoluer. Et Et c'est voilà. vrai que souvent, le risque, justement, quand on écoute quelqu'un, c'est de se dire « Ah ben voilà, je pense pareil ». Mais ce n'est pas parce qu'on pense pareil, Oui, comment c'est vrai. dire, qu'on cherche toujours à se conforter, à se dire, à se rassurer. Voilà. Alors que Bernard de Montréal, il ne va pas spécialement rassurer. Enfin, il rassure dans le sens où ce qu'on vit rejoint son enseignement, mais comme on le disait, comme c'est quand même un destructeur de forme, enfin ça peut faire peur dit comme ça, mais il est obligé d'y aller avec une certaine puissance. Écouter une parole vibratoire, c'est écouter sous les mots. Sous les mots. Ah, C'est se tout à fait. laisser imprégner par une vibration et s'ouvrir à quelque chose qui vient en nous ou au-dessus de nous, peu importe les termes, hein, on parle de supramentalité ou au moins de surmentalité. C'est le véritable initié, il va chercher hein, la libération de l'être, de l'autre. Il ne veut pas l'assommer avec des connaissances, il ne veut pas juste expliquer le monde. Les instructions de Bernard de Montréal sont surtout axées principalement sur l'explication du pourquoi, enfin, c'est comme ça que je vois les choses, du pourquoi finalement il faut s'ouvrir à la vibration de ce qu'il appelle lui le double ou l'ajusteur de pensée ou la Oui, supramentalité. On va essayer de oui, décortiquer ces termes pour voir hein, un petit oui. peu de quoi il s'agit. C'est très, très intéressant. Et c'est au niveau de la vibration. Pour ça, c'est un conseil que moi je me permets de donner, hein, les donneurs de conseils, voilà. Mais quand même, si vous cherchez des enseignements, cherchez des êtres incarnés. Parce que le véritable enseignant, il incarne cette force. Et c'est beaucoup plus important que la théorie, que les écrits, que de comprendre comment fonctionnent les choses. Bien sûr, c'est très important de comprendre. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet l'ouverture de l'esprit et ça permet de comprendre qu'il faut se dépasser par rapport à nos propres conditionnements, nos propres croyances, nos propres projections. Ah, mais je te rejoins aussi là-dessus, de chercher justement des êtres qui se sont incarnés. C'est pas du tout pour moi, je n'ai jamais pu m'en remettre à quelque chose ou quelqu'un surtout, si la personne n'a pas été incarnée. C'est vrai. Donc vraiment, je te rejoins. Alors si tu veux bien, on va commencer un petit peu à voir pour lui qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce que l'esprit. Ok. Donc là, on est dans un axe très important d'une vision du monde qui n'est pas propre à Bernard de Montréal. Hein. D'ailleurs, on peut retrouver cette vision du monde dans d'autres structures du passé, des traditions. Mais cette vision, elle est renouvelée chez lui, elle est réactualisée. C'est là qu'elle nous intéresse. Alors, pour lui, l'ego, c'est de nouveau deux choses. Hein. Voilà, il y a de multiples aspects toujours. Ben, l'ego, c'est comme cela veut le dire en latin, c'est ego, c'est je suis. Donc c'est la conscience. C'est la conscience, c'est notre étincelle de conscience. Bernard de Montréal, il dit que ce n'est pas l'âme qui s'incarne, c'est l'ego. Voilà. Donc ça, c'est dans le sens, on a une étincelle de conscience. On pourrait dire pure.
une étincelle pure de conscience. Il y a l'autre aspect qui est beaucoup plus courant dans notre façon de voir les choses dans les milieux spiritualistes. Hein, on dit tu as de l'ego, tu es dans l'ego, tu es trop dans l'ego. Et là, il s'agit d'une hypertrophie du jeu. Il s'agit d'une trop forte identification à son corps et surtout à sa structure et à sa mémoire. Le terme de mémoire est très important chez Bernardin Montréal. Et on va comprendre où est le problème avec quand on dit il ne faut pas être dans l'ego. D'ailleurs, il le dit lui aussi, il faut dépasser l'ego. À un moment donné, il dit je déteste l'ego, je lui crache dessus. Et à un moment donné, il dit l'ego, c'est merveilleux. Voilà. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord, c'est que quand il en parle, on parle de cette conscience pure, auquel se rajoutent des choses. Hein. Donc, cette conscience pure, elle est en fait l'individualisation de l'esprit. L'esprit qui est non incarné, qui est, Bernard de Montréal parle d'intelligence pure, où il y a la notion de supramental quand il a emprunté à Sri Aurobindo. C'est-à-dire c'est notre essence véritable. Et notre ego en est comme le reflet, mais coupé de sa source. Hein, là, on retrouve des notions qu'on va retrouver dans la spiritualité très couramment. L'ego est coupé de sa source. Et pourquoi il est coupé de sa source? À cause de l'âme. C'est là que c'est nouveau dans cette façon de voir les choses. Parce qu'en général, on dit l'âme, voilà, mon âme. Tout à fait. Voilà. Mais c'est de nouveau les deux. C'est-à-dire que l'esprit, en laissant une partie de lui s'incarner dans les mondes inférieurs, dans une forme d'individualité et dans un corps, passe à travers des couches de densité de plus en plus grandes. Et il y a une couche qui est très importante, sans laquelle on ne pourrait pas vivre, qui est l'astral. Cette couche astrale est un monde, une strate du réel, qui est emplie d'informations. Et d'êtres d'ailleurs. Il y a des êtres, il y a même une flore. Il dit, lui, il parle, l'astral est rempli d'ego désincarné. Oui, essentiellement aussi. Pas que d'après mes propres vécus ou sources. Hein. Il y a les égos désincarnés qui sont c'est-à-dire que cette couche astrale, dont les forces sont nécessaires à la vie de l'homme dans un premier temps, avant sa transformation, parce que l'astralité nous amène les informations cosmiques, ça les filtre, ça nous les rend accessibles et ça nous porte. Si on pourrait parler par exemple d'un animal, l'animal, on sait que lorsque, je sais pas, une jeune antilope vient de naître, en quelques minutes, elle est capable de courir pour pouvoir échapper à un prédateur éventuel. Et on parle d'instinct. Mais par exemple, cet instinct, c'est une force cosmique qui va imprégner le corps, l'être de l'antilope. C'est une force qui lui est nécessaire pour pouvoir même survivre. Donc c'est une masse d'informations qui n'est pas dans la conscience de l'individu. Oublions l'antilope, quoi. Donc ce sont des forces qui sont importantes, on ne peut pas s'en passer dans un premier temps. Mais des siècles et des siècles passent, n'est-ce pas? Et cette matière astrale est extrêmement responsive. On le sait bien, si on a la plupart de nos auditeurs, on s'est intéressé, je pense, à la vie après la mort, la substance astrale est responsive. C'est dans cette strate qu'on va quand on va dormir, n'est-ce pas? Quand on va dans l'astral, on connaît aussi les sorties astrales. Et la matière astrale, vous pensez à une pomme et la pomme se forme. Vous avez une peur,
Vous avez peur des araignées, bah, vous pouvez avoir une énorme araignée qui va vous sauter dessus dans l'astral, hein, qui peut donner les cauchemars. Et donc, c'est cette imprégnation très aisée à cause de la matière même, de la structure même de la substance astrale, fait que tous nos émanations émotionnelles, parce que l'astral est lié à l'émotion, hein, la peur est une astralité, on pourrait dire ça comme ça, eh bien, il y a le meilleur et il y a le pire de l'homme qui est venu imprégner aussi l'astral. Il y a les défunts qui n'arrivent pas qui restent accrochés à certains éléments, hein, matériels, pour X raisons, on ne va pas développer ça en profondeur. C'est très très vaste, l'astral est très 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 complexe et forme une couche finalement d'opacité entre l'ego et l'esprit. C'est quelque chose qui a été nécessaire au cours des temps passés, des premiers temps de l'humanité, parce qu'on était peut-être plus animaux qu'humains, pas assez conscientisés, donc on avait besoin de ces forces. Mais maintenant, ces forces sont devenues abusives par rapport à l'homme. Parce qu'il y a même des êtres dans l'astral qui parasitent l'homme. Hein. Comme on a des parasites physiques, on a des parasites aussi dans l'astralité. Il insiste d'ailleurs, quand même dans son enseignement, il insiste énormément là-dessus, sur la grande manipulation de l'astral par rapport à l'homme. Il dit, mais si vous aviez conscience comment vous êtes manipulé, à la limite, on exploserait en plein vol. Le jour où l'humanité va dévoiler l'existence de ce parasitage astral, ça va être énorme. Hein. Les gilets jaunes, c'est la pure rigolade, parce que c'est où les dossiers Epstein, c'est tellement… Mais complètement, c'est la révolution. Je crois que c'est la révolution à venir. Ouais. Mais l'être humain, en général, n'est pas suffisamment stable pour pouvoir supporter cette vision. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'initiation, de préparation. Et tout ça, c'est très important, et c'est aussi ce que nous enseignent les grands enseignants, comme Bernard de Montréal. Donc, il y a cette astralité qui est le problème. Mais c'est intéressant quand même de voir que sans l'astral, je veux dire, on ne peut pas, ça fait partie de notre vie. Mais ce qu'il faut arriver à obtenir, selon Bernard de Montréal aussi, c'est que notre sphère astrale, notre fameuse, vous savez, l'aura, hein, on pourrait parler aussi de notre sphère émotionnelle. Parce qu'il y a un lien plus qu'étroit entre l'émotion et l'astral. Hein. C'est quelque chose à développer, mais nos émotions sont de la matière solide pour les créatures de l'astral. Donc, elles cherchent à susciter des émotions chez nous, par exemple une colère, et ce qui va exuder de nous lorsque nous sommes dans l'émotion est récupéré, et ça sert on ne va pas dire de mobilier, mais ça sert d'élément tangible dans l'univers astral, où ça se construit, c'est un univers où il cherche à se maintenir. Alors que c'est pas sa fonction n'est pas de se maintenir, parce que la réalité, elle est dans l'esprit, et là, il y a une déformation. C'est du vol de lumière, c'est du vol d'intelligence, c'est du vol d'intuition, c'est du vol d'émotion. C'est là le grand mensonge cosmique, et il y a une manipulation puissante de l'homme qui est faite par ce biais. C'est là qu'on parle de matrice et de choses comme ça, et qu'on peut rejoindre la vision des gnostiques, hein, d'autrefois. Mais c'est aussi lié à tout ce qui est karmique. Ben oui. C'est ça, puisque l'âme, pour lui, c'est vrai que pour lui, l'âme transporte, est porteuse de toute notre mémoire. Ce qui d'ailleurs explique, quand on vient sur Terre, nos goûts, nos affinités, qui parfois ne sont pas issus du milieu dans lequel on est né. Toute cette force d'attraction. Il y a ça,
Et même si c'est issu du milieu dans lequel on est né, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que notre sphère astrale devienne transparente. Transparente pour pouvoir laisser passer les énergies supérieures. Et ça, c'est tout le travail, justement, de la parole vibratoire, qui essaie de permettre, qui cherche à déstructurer tout ce qui s'est cristallisé. C'est individuel, hein, en chacun de nous, pour pouvoir laisser entrer ce que lui appelle, par exemple, l'intelligence, tout simplement, quoi, hein. Oui, c'est vrai qu'il emploie beaucoup plus. Alors, c'est vrai qu'il parle toujours de ces 3 principes, volonté, amour, intelligence. Mais il est vrai qu'il met beaucoup plus l'accent sur l'intelligence. Ouais. Peut-être parce qu'il pensait parce que le principe de l'amour était, pour le moment, quand il en parlait, presque inaccessible. Il en a parlé vers la fin de sa vie. Il a parlé beaucoup plus de l'intelligence du cœur. Voilà. Et paraît-il, je ne sais pas, je suis pas sûr de l'information, on a commencé à plus trop l'écouter à ce moment-là, quoi, hein. Mais bon, peu importe. Là, c'est vrai que son travail est particulièrement axé sur le psychique. Et le travail psychique, on peut le résumer dans sa formule. L'homme croit qu'il pense, hein. L'homme ne sait pas que ses pensées ne sont pas les siennes. Donc, quand on parle de ça, on parle des pensées émotionnelles, hein, surtout. Des pensées émotionnelles. Parce que c'est des pensées astrales, hein. Et il faut s'ouvrir à la pensée rationnelle, ou la pensée pure, la pensée mathématique, hein, la pensée froide. Voilà. On en reparlera, mais pour moi, il a axé beaucoup sur le travail psychique. Moi, j'ai une expérience personnelle, comme quoi ça ne suffit pas. Il faut absolument le relier au cœur. Et je vous expliquerai une autre fois pourquoi c'est très important. Et il en a parlé vers la fin de sa vie, mais beaucoup de personnes qui se basent sur le travail de Bernard Montréal ne font qu'un travail psychique. Et ils essayent de parler à leur esprit. Or, très souvent, certains, hein. Et là, il y a un gros risque de s'illusionner soi-même, à mon sens, parce que tant que la sphère orale, l'astralité, notre corps émotionnel n'est pas vidé, eh bien, on est dans les illusions. Et on va croire qu'on parle à son esprit ou à son double, comme c'est quelque chose qu'on va devoir On développer. peut croire beaucoup de choses, hein. Voilà. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut être extrêmement, extrêmement prudent. Et aussi, justement, tout à l'heure, je pensais à ça. Souvent, il lui arrive comme ça, lors d'une conférence, il hésite jamais, mais de temps en temps, oui, parce qu'il se dit non, je ne vais pas le dire. Voilà. Il y a quelque chose qui vient et il entend non, je ne vais pas le dire parce qu'il nous ménage. Parce qu'il nous ménage. Et ça, je l'ai remarqué très, très souvent. Il fait attention à ce qu'on est capable. Oui. Voilà. Oui, très, très souvent aussi, il y a le fait que je ne vous parle pas pour vous maintenant, je vous parle pour les temps futurs. Voilà. Et il parle de l'accès complet à la supramentalité, à la transformation complète, et dit que c'est actuellement impossible, et que c'est pour le futur. C'est pour le futur. Tout à fait. Et son enseignement, alors, attention, hein, c'est de ce que j'ai compris, hein. Quand il parle, quand il dit tout ça, la transformation donc de l'homme, il dit que ça va se faire, mais sur des siècles. Est-ce que tu as compris comme moi? Regarde, oui, si je peux donner mon point de vue. Il y a toujours 2 évolutions. Ça, c'est très important de comprendre ça, et je pense que ça éclaire vraiment les choses. Il y a l'évolution de l'être réel qu'on est, l'être spirituel qu'on est, qui cherche à évoluer en s'incarnant. D'accord? Et cet être va évoluer en profitant des expériences et des acquis, et éventuellement même de l'initiation. Ça, c'est le but ultime, l'initiation solaire. Il faudra vraiment la développer. Donc ça, c'est une évolution
qui se passe sur un plan strictement individuel déjà. Et c'est l'évolution moi j'aime bien la notion d'être psychique qui va évoluer, qui se sert en quelque sorte de l'incarnation. Mais imaginez un instant que là, vous êtes incarné sur Terre, mais qu'une vie précédente, vous étiez dans une autre galaxie, dans un autre monde, et encore un autre, ou plusieurs fois dans le même, n'est-ce pas? Il y a l'évolution de l'espèce dans laquelle vous vous incarnez. Et ça, c'est la deuxième évolution. Et c'est celle-là dont tu parles. C'est celle qui est très, très lente. L'espèce va évoluer très, 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 très doucement. Mais individuellement, ça peut aller très vite. Et ça peut se faire en une vie. Ce passage, cette transfiguration, cette transformation en être éternel. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Si on ne voit pas ces deux, si on ne conçoit pas le fait qu'il y ait ces deux évolutions, on va avoir du mal. Je peux donner une autre image, si je ne sais pas si j'étais assez clair. Imaginons qu'on s'incarne dans un peuple sur la Terre au moment où l'homme était un singe. Hein? Admettons que l'homme a été un singe, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà. Et là, on s'incarne, tu viens dans un corps de singe, mais tu nais dedans, tu étais un petit singe, tu grandis, tu penses comme un singe, si le singe pense, certainement même, au moment des bribes, tu ressens comme un singe, et puis il y a quelque chose qui se passe au niveau évolutif, quelque chose se passe dans ton cerveau, dans ton être, il y a le redressement du corps, il y a des changements qui vont faire que ce singe, ou certains singes, vont passer doucement, très lentement, vers ce qu'on a appelé l'homme. N'est-ce pas? C'est l'espèce dans laquelle on s'incarne a son propre rythme d'évolution, qui est très, très lent. Il parle de races, n'est-ce pas? Des races racines. Ça, c'est très lent. Mais il faut des pionniers. Donc, le singe dont on parle, pour lui qui aurait par exemple, commencerait à avoir une pensée logique, claire, articulée, admettons, c'est un exemple, eh bien, c'est un pionnier et c'est vibratoire qui va faire évoluer l'espèce, peut-être sa famille d'abord, génétiquement, ses descendants, il va faire évoluer l'espèce. Mais l'être spirituel qui s'est incarné dans le singe en question, à la fin, à sa mort, à son décès, à sa décorporation, retourne sur son plan, et parce que sur le plan de l'esprit, l'être est inaltérable, indestructible. Mais il veut évoluer, il veut grandir, il veut aussi chercher à manifester la lumière, c'est-à-dire l'harmonie, la cohésion dans les sphères les plus basses. Et on voit bien, par exemple, sur la Terre, on n'est pas dans l'harmonie, on est un peuple, on se fait la guerre, on est des genres de singes aussi. Ça, c'est le niveau global moyen de l'humanité, il n'est pas top, quoi. Sinon, on serait dans une harmonie, dans une paix beaucoup plus grande, quoi. Donc, il faut des pionniers, et il faut des personnes qui arrivent à percer le voile. Et juste aussi pour éviter une mauvaise compréhension, les êtres qui font ça sont évidemment des êtres qui ont une véritable humilité. Il en parle aussi beaucoup. Il dit sans l'humilité, rien n'est possible. Et d'ailleurs, je pense que notre programmation, enfin la programmation qu'on a avant de venir, bien souvent, elle sert à ça d'ailleurs, à épurer beaucoup ce qui doit être épuré en nous. Il parle aussi, alors oui, je voulais rajouter ça parce qu'il emploie quand même des mots des mots, oui, qu'on entend peu en spiritualité. Quand il parle que l'homme va développer, quand il va comprendre justement ce mensonge cosmique, il va développer une haine, une colère, mais il ne faut pas l'entendre dans le sens haine, destruction, mais pour lui, c'était une haine qui va le servir vibratoirement à s'élever. Oui, ça c'est vraiment particulier à son expression qui est puissante
Et c'est important, je pense, de bien le comprendre dans sa subtilité. Imaginez que vous ayez vous êtes tranquille dans votre vie, et puis tout d'un coup, il y a une pensée intrusive. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Une pensée intrusive, moi, ça m'est arrivé un jour, je conduisais ma voiture tranquillement, tout allait très bien dans ma vie, et tout d'un coup, j'ai eu une pensée, une impulsion de donner un coup de volant pour écraser les gens sur le trottoir. Ça sortait de nulle part, hein. Je me suis dit, mais wow, qu'est-ce qui se passe là? Moi j'ai dit petit débutant, quoi, hein. C'est-à-dire que la pensée intrusive, le parasite, a voulu influencer pour qu'il y ait un drame, pour qu'il y ait du sang, pour qu'il y ait des blessés, pour qu'il y ait une émanation puissante émotionnelle, hein, de peur, de douleur, qui puisse récupérer. Là, c'était un petit débutant. Donc voilà, ça n'a pas marché. Ça m'a permis ce jour-là de voir à quel point de ce que c'était qu'une intrusion d'un parasite psychique. Bernard de Montréal a accès à des couches, n'est-ce pas, de perception, où il peut voir à quel point cette manipulation est importante. Et comment se sortir de là? Parce que l'homme croit qu'il pense, n'est-ce pas? Si j'avais cru moi-même que c'était ma pensée, peut-être aurais été assez fou pour donner ce coup de volant, quoi. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas moi qui pensais. Mais de manière, là c'était facile, quoi. C'était trop évident. Mais la plupart du temps, c'est rusé, parce que ça sert de nos conditionnements, n'est-ce pas? De nos conditionnements et de nos croyances. Ça va dans le sens de notre personnalité et ça nous manipule dans ce sens-là. Comment se sortir de là sans déployer une force très grande, une volonté absolument puissante, mais tellement rigoureuse, tellement forte, c'est un non puissant à ces influences, et c'est quelque part, on peut parler d'une colère, on peut parler d'une haine, c'est maintenant, ça suffit. Je veux penser à ce que je veux penser, je veux ressentir ce que j'estime juste de ressentir, je veux arrêter d'être une marionnette, quoi. Et puis pour couper les fils, hein, des marionnettes que nous sommes, il faut déployer une force très grande. Et comme lui, son axe, c'est le travail psychique, c'est une force mentale de rejet, de négation, d'insulte, hein, certains, ou de ce monde. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je comprends. Oui, moi aussi, mais c'est vrai qu'il parle justement de ce dont on parle très peu en général en spiritualité. Il parle, pour lui, l'énergie mentale, ce dont tu viens de parler, c'est très important de développer ça. Oui. Il n'est pas le seul à en parler. Rudolf Steiner, par exemple, parlait absolument qu'il y a un renforcement de la vie intérieure et donner des exercices. Et Bernard de Morin ne donne pas d'exercices. Il travaille sur le plan mental. Il faut que l'homme comprenne. Et puis, il donne des images. Et puis il tambourine au niveau vibratoire avec des formules choc, des formules puissantes pour essayer de nous réveiller. Et voilà. C'est pour ça que c'est difficile, c'est dangereux de prendre parfois juste la formule et on pourrait dire que, par exemple, pour cette histoire de haine, qui met la haine en avant et puis, vas-y, je peux haïr les gens, les êtres, c'est évidemment pas du tout ça. Évidemment. Ça, quoi. Voilà. Mais il y a des problèmes avec notamment les techniques et les pratiques. Parce qu'il a dit ne rien faire. Hein. Un des premiers posts que j'ai fait à ce sujet-là, c'était là-dessus, c'est-à-dire il a dit l'homme doit apprendre à ne rien faire. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui agit, qui propose des pratiques. Et donc, quand je me suis intéressé à Bernard de Montréal, j'ai eu du courrier. Oui, mais vous êtes dans des pratiques. Bernard de Montréal rejette les pratiques. C'est pas du tout ça. Là aussi, il faut essayer de comprendre. Si il dit l'homme doit apprendre à réaliser que ses pensées ne sont pas les siennes. Si ce n'est pas une pratique, ça, pour arriver à ça, ça ne se fait pas comme ça. C'est une forme d'entraînement, une forme de vigilance constante, n'est-ce pas? Je pense qu'il voulait dire, disons que je l'interprète comme ça, que notre vie,
ce qu'on va vivre dans notre vie, parce qu'il parle aussi souvent des chocs. Il dit que l'homme, bien souvent, est obligé de vivre des chocs, etc. Je crois qu'il veut dire que notre vie aussi, notre vie est transformatrice. C'est-à-dire quand on dit ne rien faire, c'est-à-dire que si on vit notre vie avec conscience, elle est extrêmement transformatrice par elle-même. Oui, il y a une, je ne sais pas si parmi les auditeurs ou toi-même, vous connaissez le Wu Wei. Vous connaissez ça? Le Wu Wei, Oui. Le principe taoïste, c'est le ne rien faire, c'est le non-agir. Être dans le flux. C'est ça. Et Bernard de Montréal, à un moment donné, dans une de ses conférences, le dit bien. Il dit, mais je ne vous ai pas dit vous m'avez mal compris avec ne rien faire. Je veux dire de laisser passer le principe de l'intelligence à travers vos actes. C'est ça, ne rien faire. Et il dit, c'est très difficile pour l'homme de ne rien faire. Ça, c'est des formules. Oui, comme tu dis, laisser passer le principe de l'intelligence. Donc, mais justement, pour arriver à ça, pour être dans cette fluidité, où quand on est dans la fluidité, on n'a plus l'impression de faire quelque chose. Oui. Ça, c'est vrai. Même si on est dans l'action. Mais bien souvent, pour arriver à ça, il aurait fallu faire énormément d'efforts. Dans certains cas, en tout cas. Moi, je ne veux pas généraliser, hein, bien sûr. Pardon, je n'ai pas compris. Je dis, dans certains cas, il aura fallu faire beaucoup d'efforts pour arriver à cette fluidité. Mais comme je dis, je ne veux pas faire de généralité. Je pense que ce qui est proposé par les grands enseignants sont la plus belle des choses qu'un être humain puisse faire, et c'est aussi la plus difficile. Il s'agit de dépasser notre condition humaine. C'est pas rien. Hein. Un singe qui devient un homme, nous, on doit devenir des genres de surhommes, hein, ou des dieux. Alors attention au terme, hein, on doit en tout cas dépasser notre condition pour accéder à une forme d'intelligence réelle qui puisse se manifester à travers nos actes. Et ça se fait à travers, c'est un processus dont il parle aussi, c'est un processus, et ce processus, tout ce qui peut accompagner ce processus réellement est juste. Voilà. Quand il a rejeté un peu d'un revers de main les pratiques, beaucoup de pratiques spirituelles, il s'en moque un peu, il s'en amuse, et on peut vraiment le rejoindre. Moi, je le rejoins dans beaucoup de cas, c'est-à-dire que la plupart des pratiques spirituelles aujourd'hui sont astralisées. Et il y a beaucoup d'illusions dans ce domaine. Ce qu'il faut rechercher, le chercheur qui est sincère, qui veut vraiment, non pas juste trouver, se sentir mieux et avoir une confirmation de ses propres idées ou de ses propres projections, celui qui cherche le réel doit chercher quelque chose de fondamental qui va vraiment transformer le noyau de son être et non pas une partie. Il faut que ce soit global, il faut que ce soit intégral. Alors, il dit aussi il le dit quand même, que l'esprit s'impose à l'homme. C'est comme si l'homme peut se préparer, se prépare, mais que c'est l'esprit à un moment donné qui s'impose à l'homme. C'est pas l'ego qui va s'imposer à l'esprit. Il parle aussi d'êtres qui sont marqués. Il emploie ce mot. C'est l'esprit qui décide. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a une incompréhension que j'ai vue chez certaines, par rapport à ce concept, qui est une espèce de réminiscence qui nous vient un peu de la religion. C'est-à-dire, il y a déjà, c'est parfois la même personne qui va dire ne rien faire, et puis c'est l'esprit qui décide. Hein, voyez le mouvement, j'attends, et ça doit descendre, ça va descendre, alors que je ne fais rien et ça doit descendre. En fait, je ne peux rien faire. Voilà. Il y a déjà, c'est une forme de fatalisme, et puis c'est attendre une espèce de sauveur qui va décider pour nous. Pourquoi l'esprit, c'est lui qui décide? C'est aussi à nuancer. J'ai une compréhension
si vous voulez, une intuition de ce qui s'est passé pour Bernard de Montréal. Parce que j'ai des éléments de vécu, je ne vais pas les développer ici, hein, ce n'est pas le propos, mais qui m'ont fait réaliser ça. Vous savez, parfois dans la vie, on a justement des chocs, hein, les chocs dont on parlait. Ces chocs sont inévitables. Hein, à un moment donné, dans la vie, il y a des choses auxquelles on est confronté, ne serait-ce que la vieillesse et la mort, si vraiment il ne s'est rien passé d'autre. Eh bien, ces chocs, regardez, ces chocs rendent fou, très souvent. Moi-même, j'ai eu une compagne qui a vécu en grande partie en asile psychiatrique. Et je rencontrerai un jour, ce serait bien, si tu veux, on en parlera, parce que ça a été très important dans ma vie. Voilà. Mais là, le sujet, c'est Bernard de Montréal et les chocs. Donc, un choc, c'est-à-dire que c'est une électricité, l'énergie de l'esprit, imaginez-la comme un coup de l'électricité pure, hein, très haut voltage. Et à un moment donné, avec un choc, comme on dit, on pète les plombs, n'est-ce pas ? Il y a un fusible qui a lâché. Et automatiquement, il y a des énergies très puissantes qui viennent. Et là, il y a, lorsque l'énergie, quand il y a ce trop haut voltage de l'énergie lumière, même, hein, donc cette intelligence, on va dire qu'elle est neutre, enfin c'est l'intelligence, mais c'est une énergie réelle, tangible. Lorsqu'elle descend en l'homme, elle va, s'il y a par exemple des culpabilités, s'il y a des contenus qui sont crispés, s'il y a eu des traumatismes, eh ben, ces traumatismes et ces contenus vont gonfler et vont prendre toute la place. Et c'est un peu ce qu'on appelle la folie, quoi. Hein, la dépression nerveuse à haut niveau, enfin voilà. Et donc, mais là, dans ce cas-là, l'énergie est descendue, ce n'est pas l'esprit qui a décidé, c'est quasiment automatique. La couche astrale nous protège des hautes vibrations. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a toute une préparation à faire pour pouvoir supporter l'impact de l'esprit. Et ce qui est arrivé à Bernard de Montréal, il atteste de grandes souffrances, il y a eu un choc, il a mis des années, je crois que tu parles de 14 ans, sorte à intégrer l'expérience, et puis ensuite il a pu aller sur scène et puis nous expliquer des choses extraordinaires grâce à la connexion qu'il a fait. Sa force, c'est d'avoir su résister, d'avoir tenu le coup. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est, là, c'est pas Bernard de Montréal, là, c'est Roland. Hein. On n'est pas obligé de passer par ces chocs. On n'est pas obligé parce qu'on peut préparer la structure. Et le travail, s'il est fait correctement, là, c'est une élévation vibratoire de l'être qui fait qu'il devient prêt pour les hautes énergies. Et lorsque on apprend à élever à volonté, hein, pas juste comme ça, on va dire par accident ou à la suite d'un stage, non, volonté, on veut, son niveau vibratoire, à ce moment-là, lorsque la structure est prête, là, les hautes énergies, là, l'esprit décide. Mais il y a tout ce travail de préparation à faire, tout ce travail intérieur, de nettoyage, de ce qu'on résumait de l'astral ou de la mémoire. Hein. Et si ça, c'est pas fait, effectivement, ça peut même être dangereux. C'est aussi pour ça qu'il ne disait pas tout. Hein, et que, voilà. Bon, je ne sais pas s'il disait ça pour ça, mais ce qui est important de comprendre, je pense vraiment qu'il voulait ménager. Hein. Ouais. Oui, ça c'est clair. Surtout à l'époque. Hein. On imagine dans les années 80. Non, Alors aussi, par rapport à son enseignement, c'est-à-dire que jusqu'à présent, dans la plupart des enseignements, on a entendu que, je veux dire, on vit un lâcher-prise et ça y est, on vit dans le flux de la vie, c'est-à-dire dans ce qu'elle nous amène. Et tout se passe comme ça. Et j'ai remarqué que lui, il met énormément l'accent sur la volonté que l'homme doit vivre la vie qu'il a envie de vivre. Il doit commander la matière. Oui, ça c'est très, très, très important. Le lâcher-prise qui est en tête de liste hein, de la plupart des propositions spirituelles à notre époque
est bien sûr quelque chose d'intéressant dans certains cas, mais est un piège en ce qui concerne l'art de se réaliser pleinement, l'art du réel. Pourquoi? Ben, c'est tout ça. Bon, alors, d'abord, le lâcher-prise, c'est lâcher par rapport, par exemple, à des croyances. Hein. Je crois ça, ben, je lâche ma croyance, hein, je passe à autre chose. Je suis sûr d'avoir raison, et puis finalement, hein, ou je déteste quelqu'un parce qu'il m'a fait du mal, j'arrive à pardonner, hein, il y a un lâcher-prise et je me sens mieux. Voilà. Donc, il y a un lâcher-prise qui est important. Mais dans le domaine qu'on pourrait dire initiatique, c'est un piège si c'est le fer de lance de l'action, si c'est l'axe central de l'activité. Pourquoi? Parce que dans le lâcher-prise, il y a l'écoute de soi. Hein. On entend ça beaucoup. Hein. Je m'écoute, j'écoute mon corps, je m'écoute et puis je m'exprime. Soit, mais on écoute quoi? Imaginons une situation, vous roulez en voiture et on vous accroche votre voiture. Hein. Boum, il y a un accrochage. Eh bien, moi je sors de la voiture, ça m'arrive, je sors de la voiture, et puis si je m'écoute, ben, c'est pas ma faute, hein, l'autre il m'a fait une queue de poisson, ben, je l'invective, je lui crie dessus, si j'écoute, si je lâche prise par rapport à ce que je vis, et si je m'écoute, ben, j'explose de colère, de méchanceté, je peux même être complètement dans la projection, parce que c'est d'ailleurs peut-être moi qui ai eu tort dans l'accident. Donc s'écouter et lâcher prise, attention, parce qu'on écoute quoi? Et si le travail de renforcement intérieur réel n'a pas été fait, on va écouter ces programmes. Voilà. Il faut que je prenne l'avion, et puis parce que c'est important pour moi dans ma carrière. Et puis je me prends les pieds dans le tapis. Hein, boum. Je vais dire, c'est un signe. Parce que quelque part, j'ai un peu peur de l'avion, j'ai pas forcément envie d'y aller, ça coûte de l'argent, machin, je sais pas, j'ai pas envie, mais il faut que je le fasse. Et j'ai un signe, les fameux signes. Elle me prend les pieds dans le tapis. Donc mon esprit me dit que je ne dois pas prendre l'avion. C'est grave hein, de penser comme ça. Et il y a une forme de lâcher prise, donc je lâche prise et je ne prends pas l'avion, tranquille. Et donc l'individu sort de son axe de volonté, de ce qui est juste pour lui, pour écouter n'importe quoi finalement, et écouter sa propre astralité, la propre réflexion. C'est aussi un terme qu'il utilise beaucoup, Bernard de Montréal, la réflexion de son propre esprit. Et donc, dans le lâcher-prise, il y a bien sûr du bon, je le répète, mais il y a un piège. C'est-à-dire, c'est pas un projet de vie, mais comment dire, ponctuellement, on peut le lâcher prise, de le vivre. Ça peut vraiment être aussi une grande étape. Voilà. Oui, il y a des choses qu'il faut lâcher. Il ne faut pas s'enliser, voilà, il ne faut pas s'enliser. Par contre, alors, par rapport à ce que tu disais, ça me fait penser que j'ai l'impression que justement Bernard de Montréal, d'ailleurs ce qui rejoint mon vécu, pendant longtemps, j'étais plutôt quelqu'un d'intuitive, j'ai vécu beaucoup selon mes intuitions, et des intuitions parfois qui m'ont envoyé, mais vraiment, c'était l'intuition, qui m'a envoyé dans des impasses, mais qui était pour moi qui faisait partie de ma programmation. Voilà. Et lui dit bien que, donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, parce que si là vous nous écoutez, vous vous dites, tiens, si mon intuition, vous voyez, bon, c'est pas, de toute façon, il faut suivre quand même ce qu'on sent. Lui, il parle véritablement, quand on communique avec l'esprit, c'est par télépathie. Oui, par télépathie, c'est-à-dire par contact direct, et ça veut dire surtout aussi que ça ne passe pas par les processus mentaux, ça ne passe pas par la gamberge, ça passe pas par, voilà. Hein. Oui, mais l'intuition non plus. Mais quand on a une intuition, c'est quelque chose qui quelque part, nous tombe dessus comme ça. C'est pas le type d'une réflexion. Oui, mais attention, l'intuition. Si on reprend
mon petit exemple, quand je roulais en voiture et que j'ai eu l'idée, hein, l'intuition d'aller écraser des gens, hein, c'est-à-dire que l'homme, ce qui se passe dans sa tête ne lui appartient pas toujours. Alors lui, il est affirmatif, hein, ça ne lui appartient pas. La Bon, pensée vient d'ailleurs. la pensée vient d'ailleurs. C'est-à-dire que l'intuition, il faut pouvoir la vérifier. Il faut s'opposer. C'est à l'opposition. C'est-à-dire il y a une opposition qui est comme un filtre, que ce soit une émotion ou une pensée, est-ce que je l'accepte? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est bon? Et là, quand il parle de communication télépathique, c'est par exemple, tu as une idée, tu as une intuition, et ben, tu vas l'interroger, ton intuition. Est-ce que c'est juste? Tu vas la mettre en doute. Il faut l'éprouver. Non, mais ça, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on... Absolument. Complètement. La volonté, dans le domaine spirituel, on a tendance à la rejeter, on dit que c'est la volonté de l'ego, et ainsi de suite. Ça peut, c'est-à-dire qu'il faut la questionner aussi, la volonté. Elle vient d'où? C'est ça. C'est clair. La volonté, c'est un feu, c'est une force, c'est une mise en action puissante, hein, c'est une énergie sur laquelle, on va dire, il va y avoir le contenu avec lequel tu vas exploiter avec cette volonté. Mais c'est une puissance qui est absolument fondamentale. En tout cas, dans l'art solaire, hein, moi je l'enseigne, c'est un pivot central. C'est le développement de la volonté pure, pas la volonté de l'ego. La volonté en tant que puissance de perception, puissance de vision. En fait, c'est puissance de feu presque, puissance de feu de l'esprit. C'est du feu. C'est une électricité plus grande dans le système qui fait que tu es pas, lui il dit, je crois que c'est du québécois, contrebalancé, je crois que, voilà, il dit oui. perturbé, hein, balancé, il emploie ce sens. Voilà, balancé, ouais, balancé. On est balancé, comme il dit, par les forces, l'astralité qui s'appuie sur nos conditionnements, et on est des marionnettes. C'est ça le mensonge cosmique. Si tu éveilles ta volonté et que tu, apprends à élever ton état d'être à volonté, c'est-à-dire quand tu veux. Tu as eu une journée absolument catastrophique, tu viens d'avoir une mauvaise nouvelle, tu dois pouvoir être capable, tu te poses, en quelques secondes ou millièmes de seconde, tu te recadres et il n'y a plus aucun problème. Psychiquement, bien sûr, la situation n'a pas changé, mais psychiquement, tu es redevenu stable si tu as un peu vibré. Et c'est ça l'expression de la volonté. Et sans cette force, ce n'est pas possible. Alors on va se dire, oui, mais comment on n'est pas des surhommes, on n'est pas des... C'est là qu'il est intéressant de se tourner vers des pratiques fondamentales qui accroissent cette volonté, entre autres. Voilà. Sinon, on n'y arrive pas. On est démunis. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est très, très intéressant chez lui. Alors, il y a quelque chose, là, j'ai l'impression qu'il n'en parle pas. C'est la notion du pardon. Ah. Oui, j'ai rien vu non plus, mais c'est marrant parce que franchement, il a parlé mais de tout, mais là-dessus, pas grand-chose. Oui, ben voilà, je pense que s'il en parlait, il nous dirait que le pardon est une arme. Le pardon, il faut sortir le côté judéo-chrétien ou donne-moi une claque sur l'autre joue. Si quelqu'un m'a fait du mal, tant que j'éprouve un ressentiment, tant que je ne lui pardonne pas, en gros, tant qu'il y a un lien, j'en souffre, j'en suis diminué, et quelque part, je nourris même l'autre, celui qui m'a fait du mal, au niveau énergétique. Donc, le pardon, c'est un couteau qui coupe la relation toxique, notamment. Et tu te retrouves dans ton intégrité. Donc, le pardon, c'est une puissance, c'est une mise en œuvre de ta volonté pour, sortir de
de la purée de pois, hein, dans laquelle émotionnellement tu te retrouves lorsque justement tu pardonnes pas, avec les pensées obsessionnelles de l'autre, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et ça peut durer des années et des années d'ailleurs. Hein. Comment briser ça? Et il faut le couper, il faut le sortir. Et le pardon, c'est tu laisses l'autre dans son intégrité, c'est son histoire, et toi, tu as la tienne, quoi. Tu coupes. Ouais. Alors, il y a beaucoup de vidéos aussi où il parle de l'avenir de l'humanité. Il dit beaucoup de choses, mais c'est très difficile, même pour lui, il donne jamais de date. Je ne sais pas ce que tu penses de tout ce qu'il a pu dire concernant… Ben, ce qui me paraît évident est déjà Sri Aurobindo, hein, qui parlait aussi du Bernard Noël, ils disent un peu la même chose. Si l'homme n'arrive pas à faire cette transition vers cet état d'être supérieur, qu'ils appellent tous les deux le supramental, eh ben, l'espèce humaine va être éradiquée et remplacée par une autre. Et ça s'est déjà passé. Hein, c'est-à-dire il y a les différentes vagues, hein, Lémurie, Atlantide, voilà. Et alors, il ne se prononce pas, qu'il sache ce qui se passe ou pas, mais c'est quand même important de concevoir, d'imaginer au moins, en tout cas, l'importance que ça a. Si on voit tout simplement notre situation actuelle, hein, bon, il y a des guerres, ça n'a pas changé, mais là, il y en a vraiment pas mal. Il y a des problèmes de ressources, il y a des problèmes, X problèmes, des problèmes écologiques, il y a de tous les côtés. L'homme est débordé émotionnellement par un tas de choses, par des haines entre les peuples, entre les individus, parfois même dans les familles. Il y a des intérêts, hein, de survie basés sur la peur. Je veux te prendre ton territoire ou je veux te prendre tes ressources parce que moi, je suis tout simplement peut-être plus fort que toi. Voilà, il y a toute cette disharmonie qui est le reflet exact de notre état psychique et émotionnel global de l'humanité. Si on en reste dans cet état psychique-là, bah, cette espèce-là, actuellement, elle part vers l'autodestruction. Et c'est pas grave, parce qu'il y aura une autre espèce, n'est-ce pas? On peut dire c'est pas grave. Et les êtres spirituels vont s'incarner dans cette autre espèce. Mais bon, c'est quand même dommage, parce que l'objectif, c'est d'arriver à ce que dans le monde physique, il y ait de l'harmonie et qu'il y ait l'intelligence. Donc, dans quelle mesure il va y avoir un passage dans l'avenir de transition de conscience, on est mal parti, il faut quand même voilà, à mon sens, ça c'est mon avis personnel, mais on ne sait jamais. Hein. Mais en tout cas… Je pense qu'il faut peut-être voir l'évolution principalement du point de vue individuel, parce que ça se passe principalement justement au niveau individuel. Donc, parce que nous, bon, en tant que… Qu'est-ce qu'on peut, nous, à notre niveau par rapport au collectif, pas grand-chose. Donc, je crois qu'il faut s'occuper de ce sur quoi on a un petit peu du pouvoir. Mais c'est bien sûr, tu as tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi, mais pourquoi, comment ça se fonctionne? Si on reprend l'image du singe que j'ai utilisé au début, qui commence à avoir une intelligence humaine, ben, c'est quelque chose d'individuel, c'est arrivé à quelques individus rares dans l'espèce, mais ça a rendu la chose possible pour l'espèce. C'est-à-dire que si et Bernard de Montréal, lui, qui a eu son accès au supramental, je crois, en 69, ou enfin, oui, 69. À partir de là, ça a changé. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur la planète qui sont devenues possibles. Tous les grands initiés ont parlé de ça. Donc, ça va vraiment dans le sens de ce que tu dis. Et la portée de notre percée éventuelle au niveau individuel est énorme. Et elle est très importante. Et ça, ça peut être comme un appel. C'est pour ça qu'on peut dire, il y en a qui disent éveillez-vous ou peu importe, les mots peuvent être creux, quoi. Mais il s'agit de faire tout ce qu'il est en notre possibilité de grandir intérieurement
et c'est comme un devoir, quoi, par rapport à l'espèce dans laquelle on est incarné. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il disait qu'il était fusionné, je crois, à 70%. Oui. Oui, Oui, oui. Attends, voilà. les pourcentages, voilà, moi, je ne saurais pas quoi en dire. Non, Ce qui personne est- n'a été vérifié, donc on ne sait pas. oui, voilà, ben, où sont les critères, où sont les barèmes? Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends par là, c'est que c'est pas achevé. Et si quelqu'un peut dire, attends, bah, ça y est, moi, c'est le supramental, j'y suis, c'est fait, c'est terminé. Accéder entièrement supramental, c'est avoir un corps d'éternité et être capable, avec ce corps d'éternité, se déplacer à volonté dans l'espace. Je ne parle pas de voyage astro. Hein. Il y a des implications de transformation jusqu'au cœur de la matière, hein, de la biologie. Ce qui me paraît important, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Bah, de toute façon, quand l'ego sera dans l'esprit, c'est le pouvoir sur la Terre, en fait. Oui, c'est-à-dire que on parlait de problèmes économiques ou de ressources et tout ça. Si l'être est capable d'être connecté avec l'intelligence de l'esprit, eh bien, les solutions, elles vont venir. Parce que là, les intuitions vont être réelles. Et donc, les apports avec les autres civilisations, hein, on va dire extraterrestres, hein, ou terrestres, on va pouvoir accéder à certains éléments qui pourraient permettre une harmonie, quoi. Tout à fait. Et donc, il rejoint Rudolf Steiner, qui disait que le Christ reviendra dans les terres. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par là? Je vais dire, j'en sais rien, mais j'en ai une petite idée. Hein. Le Christ est une force cosmique, c'est une force d'équilibre et d'harmonie. Le Christ reviendra dans les terres, ça veut dire que dans les terres, dans les couches plus proches de la Terre, il y a la manifestation d'une énergie à laquelle on pourra se raccorder. Donc, on peut là faire un synonyme entre la force christique et le supramental. En tout cas, on peut faire un parallèle. Il y a certainement des nuances qui m'échappent pour l'instant. Alors, si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez les poser, parce que je ne vois pas. Il faudrait que je relise, que je reprenne depuis le début. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Bon, on va peut-être clore cette conférence. Mais qu'en est-il, de son enseignement aujourd'hui? Alors, bon, je sais que c'est surtout au Québec qu'il est connu. Alors maintenant, je ne sais pas du tout. Est-ce que aujourd'hui, au Québec, son enseignement prend de l'ampleur? En tout cas, en France, je crois qu'il n'est pas du tout connu. Enfin, je ne connais pas vraiment de Français très peu connus. Alors, qu'en est-il, Roland? C'est difficile à dire. Il y a quand même le problème, on parlait au début du fait de travailler avec des êtres incarnés. Pourquoi aussi? Parce que dès qu'un maître, on va dire le terme qu'il aurait rejeté d'ailleurs avec un ricanement, du maître qu'il était, ou de l'enseignant, de l'instructeur, je préférais ce terme-là finalement, eh bien, lorsque l'être meurt, les forces astrales récupèrent l'enseignement. C'est facile à comprendre, parce que si tu as quelqu'un qui t'enseigne, et puis tu comprends son enseignement. La personne, elle n'est plus là. Elle s'est désincarnée. Et toi, tu as, par exemple, mal compris quelque chose de l'enseignement. Eh bien, l'autre n'est plus là pour te corriger. Et donc, tu vas t'enferrer dans ton erreur parce que tu n'as pas l'autre pour te tirer les oreilles, le maître, pour te dire, attends, mon petit coco, c'est pas du tout ça que je voulais dire, tu as mal compris. Et sans compter
toutes les forces astrales de récupération de la lumière. Enfin, il y a un tas de phénomènes qui se passent pour pervertir les enseignements. Alors, ce que je sais, que j'ai vu, c'est qu'il y a les descendants de Bernard de Montréal qui font un travail admirable, hein, et qui est c'est très juste de le faire, qui est de garder l'enseignement, de ne pas changer une ligne et de se conformer aux instructions. Et c'est très bien de le faire, mais c'est pas suffisant, parce que ce qu'il faut, c'est une vibration. Or, dans la lettre morte, tu n'as pas la vibration. Hein. Mais tu peux avoir des compréhensions. Et ces compréhensions peuvent te permettre éventuellement de t'ouvrir à la vibration ou de comprendre ce qu'il faut que tu fasses par rapport à ça. Donc, c'est le problème de tous les enseignants, hein, le travail. Et on a vu ça avec les religions, hein, avec tous les grands êtres. Hein. Il y a une récupération très, très rapide qui se fait pour en faire soit justement des systèmes, des religions. Et si tu enfermes la parole de Bernard de Montréal et tu la mets dans un coffre-fort et qu'on n'y touche pas, c'est le même problème qu'on a eu qu'on a encore toujours, hein, avec la Bible, avec le Coran et tout ça. Si la vibration n'est plus là, voilà. Alors comment faire? Alors en France, je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent à Bernard de Montréal. Oui, bien sûr. Oui, et puis je pense qu'on peut, là, ce qu'on est en train de faire, enfin, j'espère qu'on contribue à ce que des personnes s'intéressent à ce travail, parce qu'il y a une telle masse de notions, de compréhension, c'est bouleversant, hein, c'est un corpus gigantesque d'éléments, et surtout, il y a cette force, hein, il y a une force libératrice, hein, mais il ne faut pas cristalliser. Pardon. Il ne faut pas cristalliser les concepts, parce que là, il y a un problème. Il faut le mettre en doute, c'est ce que dit lui-même, ne croyez pas ce que je dis, hein, mettre en doute pour vérifier par rapport à ça en intelligence. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, hein, il faut se mettre au mieux pour essayer de saisir. Mais c'est vrai que par rapport, bon, comme il le disait bien, que sa parole était vibratoire, et il disait même, mais vous n'avez pas besoin de me comprendre. Oui. Justement, c'est ça. Et d'ailleurs, dans la vie, enfin moi je sais que je fonctionne comme ça, à la limite, pour sentir quelqu'un, je préfère même ne pas le voir, parce que déjà quand on voit, bon, il y a des choses qui arrivent à nous et ça peut être des interprétations, c'est vraiment la voix. J'ai toujours fonctionné comme ça. C'est la voix d'une personne. Parce que la voix ne ment pas. C'est difficile de travestir une voix, alors qu'il y a plein de choses qui peuvent être travesties. Alors, je vois Maryse qui dit « Merci de partager cette connaissance incroyable, quel cadeau !» C'est sympa, merci. Et c'est une question plus spécifique peut-être. Ben non, je ne vois pas de question. Ben, Roland, peut-être que tu as été très clair et qu'il n'y a plus de questions. Tu sais que quand il n'y a pas de questions, c'est fantastique. D'ailleurs, je témoigne, hein, que c'est donc, comme je l'ai dit, grâce à Bernard de Montréal, il a répondu aux grandes questions de ma vie, mais que je me trimballais depuis 40 ans, plus de 40 ans. Disons qu'il a répondu aux grandes questions. Évidemment, maintenant, je peux me poser d'autres questions, mais qui ne sont pas vitales et obsédantes. Voilà, bien sûr. Donc, oui, le questionnement est une forme de déséquilibre, hein, pose une question, et lorsque tu as la réponse, tu retrouves l'équilibre, quoi. Mais c'est quand même important d'identifier les déséquilibres pour pouvoir justement les remettre en harmonie, quoi. Tout à fait. Oui. Je raconterai une autre fois comment avec un enseignant qui justement voilà, on ne pouvait pas croire ses paroles. Enfin, voilà, on a dit je n'en parlerai pas de mon expérience, mais je rejoins tellement cette notion de
d'enseignement vibratoire. Bernard de Montréal, il dit qu'il a eu justement une intuition, un message ou une communication, où à un moment donné, il lui disait, on lui a dit, n'est-ce pas, c'est pas ce que tu dis qui compte, c'est comment tu le dis. Et c'est là qu'il a vraiment saisi l'aspect vibratoire. C'est comment. N'est-ce pas, si tu dis le mot, tu dis amour. Je dis amour. C'est creux. Si je dis amour, l'amour. C'est comment on le dit, n'est-ce pas? Il faut que notre parole soit porteuse de la vibration. Habitée, ben voilà, c'est ça. La parole doit être habitée par l'esprit en nous. C'est ça. Et non pas par la mémoire. Tiens, j'ai eu une petite idée par rapport à la mémoire, enfin une petite intuition qui est amusante. C'est de nous comparer pour comprendre un peu par rapport à la mémoire dont il faut se débarrasser. De quelle mémoire, hein? On ne peut pas se débarrasser. Il s'agit de. Bernard Morin dit le problème, c'est la mémoire, hein, la mémoire astrale. Mais si tu te débarrasses de ta mémoire, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus écrire, tu peux plus. Hein. Alors, on parle bien d'une certaine mémoire. De quelle mémoire il parle? Émotionnelle. Oui. Et je trouve amusant si on fait une analogie avec un ordinateur. Hein. Voilà, de nos jours, on a tous des ordinateurs et de temps en temps, tu as un problème, ça bug, il y a des problèmes d'affichage et tu peux recevoir ce message où un informaticien va te dire il faut que tu vides la mémoire cache. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce genre de message, je pense que tu n'es pas peut-être très axé informatique, mais à un moment donné, je suis sûr que parmi les auditeurs, beaucoup connaissent ça. Vider la mémoire cache. Alors, c'est très intéressant parce que comment ça se passe? L'ordinateur, à un moment donné, il est encombré par trop de choses. Pour simplifier, il est encombré par trop de choses. C'est la mémoire cache, la mémoire cachée. Mémoire cache vient de l'anglais qui vient du français. En fait, c'est caché. D'ailleurs, avant de dire mémoire cache, il disait, comment est-ce qu'il disait? Slave memory, la mémoire esclave. La mémoire esclave, c'est encore plus intéressant. Donc, vous voyez où je vais en venir. Là, on a une mémoire cache. On a des éléments en nous qui font que on est encombré. Notre corps astral est encombré. Non seulement de cette vie, des vies antérieures, de forces cosmiques. Il faut que ça devienne transparent. Il faut vider la mémoire cache pour qu'elle devienne transparente. Oui, d'ailleurs, il dit que l'ego doit devenir transparent. C'est tout à fait ça. C'est pas qu'il n'existe plus, mais non, il est transparent. Qu'il ne peut pas laisser, et là c'est une question de volonté d'abord, de surveillance, hein, l'ego doit surveiller qu'il n'y ait pas d'interférence de mémoire, de croyance, de conditionnement dans l'interaction, dans la parole, pour qu'elle soit vivante, pour qu'elle soit réelle. Alors, du coup, s'il n'y a pas cette source mémorielle, eh bien, il y a une autre source automatiquement qui est la source de l'esprit. Ce qu'il faut, c'est arriver à vider cette mémoire cache, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, si je continue l'analogie avec l'informatique, dans la mémoire cache, il y a les mots de passe. Hein. Quand on va sur un site, tu mets un mot de passe. Et lorsque tu réinitialises ton ordinateur, tu réinitialises la mémoire cache, tu peux perdre ces mots de passe. Alors c'est embêtant, il faut que tu les remettes. Mais c'est ça qui est intéressant. Dans l'initialisation, dans la réinitialisation de l'être, là, si tu vides ta mémoire cache, il y a des mots de passe qui ont disparu. C'est-à-dire des fonctionnements automatiques où l'information rentre en toi sans que tu puisses de nouveau la vérifier. Tu réinitialises, mot de passe. Qui es-tu? Je m'oppose, je regarde, je vois avec mon intelligence telle pensée. Est-ce qu'elle m'appartient? Tel élément que je prends pour ma volonté ou pour mon désir, est-ce que c'est juste? Encore plus que ça m'appartient. Est-ce que c'est en harmonie? Est-ce que c'est pour le bien commun? Est-ce que voilà. Et il s'agit comme de remettre un mot de passe. Voilà, des nouveaux mots de passe. Voilà, j'aime bien les petites analogies. Ouais. Ah oui, très bien.
Moi aussi, mais j'aime pas du tout l'informatique. Ben, tu penseras à moi si un jour tu as le message réinitialiser votre mémoire. Oui, voilà. Voilà. Non, non, je suis assez réfractaire. Eh bien, Roland, merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment pour cette conférence. Merci à vous pour votre présence. N'hésitez pas dans les commentaires à apporter de l'eau au moulin. Justement, si vous connaissez Bernard de Montréal, justement, si vous voulez apporter votre contribution. Et Roland, eh bien, on se retrouvera. On va se retrouver pour une autre conférence où tu vas justement nous parler de ton parcours qui est fort intéressant. Comme ça, on apprendra mieux à te connaître. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite eh bien, une bonne continuation et d'avoir les réponses aux questions, non pas dans la tête, mais dans le cœur. Parce que le cœur, c'est très merci important. Anne. Très bien, très bien. Je vois qu'il y a quand même des questions, quelques questions Ah dans bon? le chat. Oui, ben, Alors, si tu vois les questions, prends-les. Moi, je ne les vois pas. Ah, ben, c'est vrai si Enfin, on je ne en les vois pas. Je n'ai pas vu de questions. ouais, il y a Ghislaine Charonneau, là, hein. Nos questions existentielles sont nécessaires car elles nous taraudent tout au long de notre vie. Comment ne pas s'en poser afin de tout savoir et d'avoir réponse à tout? Et je trouve ça intéressant. Bien sûr, qu'il faut se poser des questions parce que si on ne se pose pas des questions existentielles, on ne vit pas, on est vécu, hein. Donc les questions existentielles qui peuvent nous permettre comment dire, qui nous font avancer. Et au bout d'un moment, elles nous font avancer et elles nous font avancer vers quoi? Vers le fait de comprendre que la réponse à ces questions n'est pas à ce niveau-là de la pensée, mais qu'elle est à un niveau supérieur, on pourrait dire intuitif, Bernard de Montréal dirait télépathique, où les éléments de réponse nous viennent. Mais c'est à ce moment-là qu'est venu le moment, non pas de plus se poser des questions, mais de vraiment, comment dire, trouver les réponses. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est pas une pirouette de l'esprit, c'est une évolution normale dans la vie d'un être qui réfléchit, enfin qui cherche un peu, qui se pose quand même la question mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi, hein, d'en arriver à ça et pour comprendre que le mental est très important parce qu'il est le traducteur de la pensée réelle. Il faut qu'il devienne le traducteur. Et pour devenir le traducteur, il faut qu'il soit une page blanche, il faut qu'il soit vide, hein. Et voilà, tentative de réponse à Ghislaine. Sinon, voilà, il y a beaucoup de commentaires qui vont dans Oui, le alors, sens qu'est-ce que j'allais de dire? sans Mais doute. est-ce que la vie aussi, d'un certain point de vue, c'est aussi un mystère à vivre, à habiter. Je sais que Bernard de Montréal disait que l'homme doit tout connaître, tout comprendre. Oui, mais il parle à l'homme de demain. C'est ça. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir se mettre dans pas une posture, mais dans un état d'être où il va être capable de tout connaître, de tout comprendre. C'est C'est ça. l'objectif de l'homme. Sinon, l'homme est foutu, hein, Hmm. parce qu'il acquiert des Enfin, moyens. disons que ce n'est pas. Ce que je veux dire, c'est que, comment dire, on peut très bien se sentir quand même bien en n'ayant pas toutes les réponses. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais enfin, comment dire, c'est pas parce que on ne sait pas Mais, exactement, par exemple, comment a été créé le monde, dans les détails, je veux dire qu'on ne peut pas être bien avec soi. mais non, c'est pas comme ça que ça marche, effectivement. Parce que avoir les réponses à toutes les questions et avoir un espèce de savoir universel, c'est pas comme ça que ça marche. L'être qui est en contact avec le supramental se met à parler et il va découvrir en même temps des éléments qu'il ne savait pas avant, hein. C'est-à-dire, c'est dans le flux de la réalité. Il faut que la question soit vraie, n'est-ce pas? Qu'elle corresponde Oui, à une contrepartie de réel, hein, qu'il y ait la tout à fait. réponse
Il parle de ces choses-là d'ailleurs. Et à ce moment-là, l'individu, lui, apprend au passage. Mais ce n'est pas tellement important. Enfin, ça peut être important dans certains cas d'organisation de notre vie matérielle ou planétaire, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, là, je vois qu'Anthony met savoir et ne pas croire. C'est ça. En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'appuyer sur notre savoir. Parce que le savoir, c'est quand on sait. C'est quelque chose qui a été éprouvé, vécu en nous. C'est la forteresse, en fait, intérieure. Peut-être. Moi, j'irais encore plus loin parce que il peut y avoir des éléments d'erreur, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais de toute façon, être bien dans sa peau, de toute façon, c'est très important. Et il en parle beaucoup. Justement, c'est l'expression. Voilà. Il dit être heureux, ça appartient à l'ego. Voilà. Oui. Vouloir être heureux, ça appartient à l'ego. Il dit l'homme doit, c'est ce qu'il dit, l'homme doit être bien dans sa peau. Ouais. L'homme doit être bien dans sa peau. Et il y a l'astralité qui le fait parfois souffrir. Et alors, il y a des notions complexes de souffrance à but évolutionnaire. Voilà, c'est un très vaste sujet, ça. Mais être bien dans sa peau, c'est-à-dire être en équilibre. Et en fait, quand on a une bonne santé, on ne sent pas son corps. Hein. Avoir un mental juste, c'est pas le sentir. Tu ne penses pas. Mais tu es dans ce flot de l'intelligence, de l'expression, parce qu'elle est en adéquation avec du réel. Alors, dans un premier temps, ça peut être il y a des couches dans cette réalité. Il y a celle du réel de la personnalité que je suis, mais il y a aussi les couches du réel de l'être psychique que je suis, de l'être supramental que je suis. Donc, il s'agit d'élever son niveau, son état d'être, son niveau vibratoire, pour pouvoir être finalement de mieux en mieux dans notre peau aussi, quoi. La souffrance de Bernard de Montréal dont il parle, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument souffrir pour arriver à ce résultat. Il a été un pionnier, il a réussi à accéder à la supramentalité. Ça s'est passé de manière douloureuse, mais ses explications, sa vision du monde nous permet de comprendre mieux comment ça fonctionne aussi, et justement malgré ce qu'on dit avec le ne rien faire, on me taquine parfois avec ça, justement de trouver les leviers d'action intérieure. Tout à fait. Bon, de toute façon, on aura l'occasion, Roland, d'y revenir. Alors, je vois qu'Anthony BDM était là pour nous faire grandir. C'est grâce à lui que je commence à comprendre. Voilà. Eh bien, écoutez, en espérant que cette conférence aura nourri votre esprit. Merci beaucoup et à très vite. Et Roland, merci beaucoup d'être venu nous apporter toutes ces explications. Merci à toi, Anne. Et puis, je crois que notre idée, c'est de faire une petite série d'entretiens autour de Bernard de Montréal ou autour d'autres éléments. Et n'hésitez pas à participer. Moi, je vous remercie pour justement la participation là, qui est intéressante, qui est nombreuse, qui est fournie. Sachez que je reprendrai cette interview aussi sur ma chaîne. Je pense que tu mettras le lien de ma chaîne, Hélène, Révélation du cœur. Oui, et je réponds aux questions. Voilà. Dans les commentaires sous les vidéos, je passe une partie de ma journée à répondre aux questions, et autant que possible, bien sûr. Quoi. Voilà. Merci à toi, Roland. À très vite. Très bien. Merci à tous. Merci à toi, Anne. Au revoir. Au revoir.